Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints cet après-midi pour ce nouveau panel. On va parler aujourd'hui du Covid. Rien qu'à lui seul, ce mot est synonyme d'un traumatisme pour nous tous, parce que oui, le Covid nous a traumatisés. Il nous a fait vivre une expérience des plus douloureuses, les pertes de vies humaines, la maladie, l'enfermement aussi au moment du confinement, une pandémie qui a mis à mal l'ensemble des systèmes sanitaires. Pour la première fois de l'humanité, le monde entier était face au même mal, un mal invisible, un mal d'un nouvel ordre qui a entraîné un ralentissement inédit de la production mondiale et du commerce international. Et malheureusement, nous ne sommes toujours pas sortis d'affaire. La pandémie continue de sévir et plus inquiétant encore, le monde n'est pas à l'abri de l'émergence de nouveaux variants plus résistants au traitement ou de nouvelles pandémies qui viendraient chambouler à nouveau la situation sanitaire mondiale. Avons-nous tiré les leçons? Et si oui, lesquelles? Comment anticiper une nouvelle pandémie? Comment les uns et les autres l'ont vécu? Le Covid nous a démontré que les États ne pouvaient y faire face seuls, qu'ils étaient dans l'obligation de se battre ensemble. Comment renforcer la coopération internationale? La coopération africaine en particulier, qui a été le parent pauvre pour ce qui est des vaccins et des traitements. Comment renforcer également nos économies face aux futures crises sanitaires? Nous allons en débattre avec nos invités que je vous présente. Un petit peu du monde entier d'ailleurs. Il y a la France qui est représentée, le Maroc, l'Argentine, mais également les États-Unis. Je vous les présente juste à mes côtés. Najat Vallaud-Belkacem, elle a exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement français, dont ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est directrice France de l'ONG International One, de lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitable. Elle a également publié de nombreux ouvrages, dont Objectif 2030, Un monde sans extrême pauvreté chez Flammarion, ou encore La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise. C'était, je crois, avec Sandra Logier chez Gallimard en 2020. Je vous prie de bien vouloir l'accueillir. Juste à côté, Madame Latifa Harbache, elle est la présidente de l'AACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au Maroc. Elle a occupé plusieurs postes au sein de la diplomatie marocaine, mais c'est aussi une femme de radio qui a dirigé la radio nationale. Elle a également dirigé l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat. C'est une femme très engagée, co-auteure notamment de 2 livres sur la condition des femmes au Maroc, Femmes et politique et Femmes et médias, aux éditions Le Fennec. Bonjour Latifa. Scott Goldstein, il est fondateur et PDG de Catalyst Campaigns. C'est un homme très connu dans les cercles économiques, technologiques, mais aussi politiques, pour avoir suscité des changements dans le monde entier. Il a développé des stratégies de mobilisation des plus inédites, stratégies en ligne en mélangeant l'art, la musique et la culture avec des actions directes. Il a construit en fait un nouveau modèle économique. Il a monté des mouvements pour des causes sociales au Brésil, au Canada, en France, en Irak, en Israël, au Mexique, et la liste est longue. Je vous prie de bien vouloir l'accueillir. Bonjour d'être avec nous. Merci Scott. La culture, nous allons également en parler avec Gustave Martinez, directeur général du Conseil argentin des relations internationales. C'est un expert en matière de partenariat politique et de sensibilisation, de plateformes, de diplomatie culturelle en Argentine et conseiller pour les affaires internationales au sous-secrétariat à la coopération du ministère du Développement économique et de la production du gouvernement, notamment la ville de Buenos Aires. Bonjour. Carola Béatrice Ramon, elle est directrice du comité pour l'étude des affaires latino-américaines. Vous voyez, on a un petit peu toutes les régions du monde. Membre du comité exécutif du CARI, une référence de la politique internationale. Elle a une longue carrière académique et professionnelle dans les affaires régionales. Économiste, elle s'est spécialisée dans les disparités économiques régionales dans les zones intégrées. Elle travaille actuellement comme sous-secrétaire d'État aux négociations économiques multilatérales et bilatérales du ministère argentin des Affaires étrangères. Bonjour. Ce n'est pas fini. Nous allons revenir sur le continent africain avec Abimbola Adebakin. Elle est PDG d'Advantage Africa au Nigeria.
Et elle a créé, cette femme, une initiative assez exceptionnelle, on va en parler dans un instant, une plateforme pour permettre aux populations d'avoir accès à des médicaments de qualité spécialisés en conseil dans le domaine sanitaire et pharmaceutique, qui a créé notamment la plateforme digitale MyMedency, qui livre directement aux clients jusqu'à leur domicile des produits vérifiés, des médicaments vérifiés, une plateforme numérique des plus innovantes pour la sécurité sanitaire. Bienvenue à vous. Je vais faire au plus près, je vais démarrer sur ma gauche avec Najat Vallaud-Belkacem. J'aimerais, avant, si vous me le permettez, Najat, avant de parler d'économie, d'analyse politique, de voir les différentes initiatives dont on va parler aujourd'hui, quel bilan vous faites? Quelles leçons on peut tirer, nous d'abord, citoyens, de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons encore, parce que ce n'est pas encore totalement fini. Quelles leçons citoyennes on peut tirer de tout ça? Même si c'est une pandémie, je dirais que tous les pays l'ont connue, évidemment, tous les pays n'étaient pas exactement dans la même situation, donc il faut toujours être prudent, précautionneux avec les leçons globales. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même quelques points communs et quelques expériences communes qu'on aura tous fait, je pense, lors de ces plus de 2 ans de Covid. Et je repense notamment au moment où on s'est retrouvés confinés. La plupart des pays, quand même, ont adopté des politiques de confinement et où on s'est rendu compte, je pense, collectivement, que, par exemple, un certain nombre de métiers étaient sous-considérés, mal considérés, alors que c'était les métiers les plus indispensables de notre société. Je pense que ce type d'expérience-là, on l'a tous faite à des degrés divers, mais on s'est tous demandé, mais pourquoi est-ce que ces métiers-là, par exemple, qui consistent à prendre soin, à soigner, ou même tout simplement assister les personnes dans les maisons pour les personnes âgées, des choses comme ça, pourquoi est-ce qu'on les rémunère tellement mal dans nos sociétés? Donc ça, je dirais que c'est la première expérience qu'on a faite. La deuxième expérience qu'on a collectivement faite, c'est pourquoi est-ce que nos systèmes de santé sont aussi peu financés et aussi mal préparés à des larges pandémies, alors que finalement, tous les scientifiques nous alertent depuis des années sur le fait qu'on va en avoir plusieurs et que, y compris après le Covid, on en aura d'autres. Et ce deuxième questionnement-là sur l'impréparation et la faiblesse de nos systèmes de santé, je pense qu'il vaut à l'échelle des pays nationaux, mais aussi à l'échelle internationale, puisque, par exemple, on s'en souvient, au début des années 2000, quasiment tous les pays du monde avaient signé un texte qui s'appelle le Règlement sanitaire international, dans lequel ils s'engageaient à mettre à niveau leur système de santé, à coopérer, à envoyer des informations à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS, etc., pour que justement, quand une pandémie survient, eh bien, les autres pays soient en mesure de se préparer et d'anticiper. En fait, ce texte qui a été signé en 2005, il n'est toujours pas respecté aujourd'hui, quasiment 20 ans après. Donc en fait, l'impréparation de nos systèmes de santé, elle n'est pas simplement au niveau national où on se laisse engorger quand arrive une pandémie, elle est aussi au niveau international où on prend des engagements de coopérer ensemble et en fait, on ne le fait pas vraiment. Et puis, la dernière chose aussi qui est apparue à nombre de pays, à mon avis, en tout cas ça a été le cas en France, c'est un appareil industriel lacunaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que finalement, on n'était même plus en mesure de produire des masques nous-mêmes. Ou ailleurs, des respirateurs artificiels, etc., etc. Donc en fait, ça pose aussi la question de ce qu'on a laissé partir comme activité industrielle et de la façon dont il faut que les pays ou les continents soient quand même souverains sur la production d'un certain nombre de choses. Alors chez nous, c'était ce domaine industriel. En Afrique, ce sera plutôt la production de médicaments. Sur le continent africain, on a beaucoup regretté à ce moment-là qu'on importe tellement de médicaments ou qu'il faille attendre que les vaccins soient fabriqués ailleurs pour les avoir ensuite sur le continent. Donc je dirais que c'est ces 3 choses, moi, qui m'ont frappée. Et en même temps, en positif, tout ça, ça nous a aussi amené à repenser la valeur de la vie. Après tout, si plusieurs pays dans le monde se sont dit on va arrêter l'activité économique parce qu'il s'agit de sauver des vies, ça veut dire que la vie est primordiale, elle passe devant tout le reste.
Or, souvent, on n'y pense pas à tout ça. Quand on laisse des gens mourir dans des situations, quand par exemple des gens sont des réfugiés, qu'on les laisse mourir en mer Méditerranée ou des choses comme ça, on ne pense pas au fait qu'il faudrait quand même tout faire pour aider les gens et les empêcher de mourir. Donc ça, c'est l'une des choses très positives qui est ressortie, à mon avis, de cette expérience. Et puis la deuxième chose, c'est tout simplement le sentiment de solidarité. Les gens auraient pu se replier sur eux-mêmes parce qu'on était en période de confinement. Au contraire, tout le monde, on le voyait bien sur Internet, se demandait comment être utile, comment voilà, faire quelque chose, pas simplement applaudir aux fenêtres les soignants, mais aussi partager ou aider, par exemple, les femmes victimes de violences ou des choses comme ça. Donc, il y a eu énormément de solidarité citoyenne et ça m'a marqué et j'espère que ça restera. Et d'où l'importance, effectivement, de cet engagement citoyen. Vous parliez de solidarité, c'est vrai qu'on s'est tous pris, pardonnez-moi l'expression, mais on s'est pris une claque à ce niveau-là. On s'est dit, un petit peu ce que je disais en introduction, on s'est rendu compte que nous seuls, sans les autres, eh bien, nous n'étions plus grand-chose. Je vous rappelle juste une chose, ce panel va se tenir en langue française et en anglais. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez des casques à votre disposition, je crois, juste à l'entrée. Je vais enchaîner avec vous, Carola, pour avoir aussi votre diagnostic, mais cette fois-ci sur les leçons économiques que nous pouvons tirer et les impacts, parce que là, ils ont été violents et très rapidement. I'll try this one, yes. Thank you. Thank you. Just first of all, a small clarification. I'm former Undersecretary of Economic Negotiations. For the last 3 months, I'm now at the Ministry of the Economy as Undersecretary for Federal Planning. Just changed when the programs were being printed. Sorry about that. Now, responding to your question, I think, are we prepared? I'm not sure we are prepared. I think we're better equipped to deal with the next pandemic if we have one. We used to say we were navigating uncharted waters. I think in the next pandemic there won't be so uncharted, but still be a little bit uncharted. I think but the 3 things that I would like to say that we have learned from the pandemic and can help us for a second one or a next one eventually. And I call them the good, the bad, and the ugly. The good is the fact that science moved really quickly. Now we know that if there's a pandemic, the medical response will be quickly, and that's really good. That's not just good, that's extraordinary. It was amazing how quick we did it. On the other hand, there's a downside, and we think, well, there are so many other vaccines that can be produced in the world for other things, and it's just that's not the money or the interest. But that's another issue. Now, the bad is the economic impact of the pandemic. When the pandemic started, we used to put a letter regarding the shape we thought the economy will have. First, it was a V, saying a huge, sharp drop, and then the same recovery. Then we started talking about a U. Then we talked about a W. Some countries talked about an L. They never recovered. The truth is, all countries suffered massively, but particularly less developed countries that were the ones that hit the hardest, and the ones that took much longer to recover and still struggling with recovery, particularly if we add the effects of the war. When you think about, we're talking about education, access to education, digital gaps became very evident. We knew they were there, but it became more evident that there's a large population of children around the world that didn't have classes for 2 years. They didn't have, maybe they had 1 device per family, or no devices, or no access to internet, informal labor, all the characteristics that are associated to less developing countries. And to make it short, because I know we don't have a lot of time, and we can expand on a few things later if you wish, the ugly side. The ugly was the international response to the pandemic. When the pandemic started, we thought, well, this is going to make the world a better place, cooperation, we're all on this boat together, it's together or nothing, and we ended up in a situation where the production of the vaccines, the distribution of the vaccines was very unequal. We had countries not wanting
the waiver for the production of the vaccines, WHO had a survey in September 2021. 3%, only 3%, less than 3% of population in less developed countries had one dose of the vaccine, whilst at the same time it was over 60% of population in developed countries. And that's, quite frankly, outrageous. And I think this is one of the worst lessons from the pandemic, and the one that we should really try to learn and do something about it if we are expecting future pandemics, hopefully not. But we have to dig on this and what happened. And on top of that, you also have geopolitical tensions. You have the US, you have the European Union, Russia and China fighting at a time when we're all trying to get out of this crisis. Which vaccines were approved by WHO? That was part of geopolitics. It wasn't about medical issues. Then you had the vaccine diplomacy with Russia and China delivering what was not delivered from other countries. Countries, as I mentioned, that were strongly opposing the patenting of the vaccines or having this waiver proposed by South Africa and India for at least 3 years whilst the pandemic was ongoing and the transfer of technology, making it less affordable for less developed countries to get a vaccine. I think that is an unacceptable scenario, quite frankly, and a scenario that we should really think how we're going to change it. And when you think about multilateralism, and I'm going to talk more about it tomorrow in the multilateralism session, but I think that's one of the issues that we'll have to think, well, is this the world we want? Because now the veil has been lifted and we know where we're standing on this. We know that multilateralism is under big strain, didn't deliver. WTO negotiations were completely stalled on these topics, and it was simply not good enough. I think we were quite lucky because it could have been much worse. There are some countries that completely went into lockdown and that prevented perhaps more spreads or new variants appearing. Other countries where they didn't have as many cases as expected, luckily. And overall, we were lucky, but it could have been a really nasty situation if we all relied on international cooperation. And I think we have to redefine that when we're talking about a public good, like its health, it's not a market good. There's a huge difference between those two concepts. And I think that's the main key. Thank you. Merci, merci à vous. Scott Goldstein, est-ce que c'est possible que vous partagiez avec nous votre propre expérience et peut-être avec un volet particulier, celui de la jeunesse? Yes. One, thank you for having me at MedDays. It's weird to be the American on this panel because our country really did horrible on COVID. But it was the first time in my life that I saw public medicine. And I know everybody looks around the world at America, but this proved that America needs to rethink how we actually deal with our full society and who is going to get medicine. And so all the debates that you've seen over the years about Obamacare, we finally saw public medicine get distributed through the vaccine, and the world in the U.S. did not stop. So that's the good. I'll steal from you the good, the bad, the ugly. But wait, it gets worse. As you probably remember, we also had open space, and when there was open space and no messaging, there was problems. I come out of digital messaging. As some of you know, my background is in social media, and we watched the rise of disinformation around the vaccine. Was it good or bad? Both on the left and on the right. When there was a lack of information, the space that was open was a problem. And we watched that problem then become politicized. And we've learned some lessons from that over the years. And, you know, for the next pandemic on this panel, you know, make sure that there's real communications. And the lack of communications is what caused the majority of these problems from the early days.
And so when there was a panic in the society, both you watched on the far left and the far right be anti-vaccine, and then you saw fake news come out, and then you saw random medicine stories. But I'll end this little talk with some positives that came out of the pandemic. It was also the first time that we saw neighbors helping neighbors in such a unique way. I chaired a board of young kids that decided that there was no food delivery for just groceries and eggs and milk and butter. There was plenty of hot meal delivery for grandmas and grandpas, but could I actually just deliver some food to my neighbor? And we built, it's called Invisible Hands. We built an app that eventually had 25,000 volunteers to just help neighbors out. And that app is still going on in about 5 states today on the East Coast, where people didn't want to just do app-based Uber Deliver. They really wanted a community aspect. And then the ugly, to end, instead of on a positive note, we watched as people redefined what their government should do and shouldn't do. And the airlines all got bailed out first. And then I worked with independent nightclubs called Save Our Stages, where every theater and public nightclub doesn't own their building, but was not going to be, nobody wanted to gather in a closed space. So if you think about it, every type of cultural event and cultural theater and cultural institution was going to be put out of business. Everybody else was getting bailed out, and we figured out how to quickly lobby the government and ended up getting $16 billion in federal bailout money. But who didn't get federal bailout money? Small businesses everywhere had to figure out ways to come together. And so it redefined what is the government for? Where does arts and culture fit into our government? And are these nightclubs and music venues and operas worth saving in any historic way? Or what portion of the U.S. creative class is going to be put out of business forever? And so these questions of like, what does our government serve and who does our government serve? And how do you actually appropriate funds is really a conversation we had in America. Thank you. Je vais juste vous relancer, si vous me le permettez, Scott, sur ce que vous venez de dire. Quand on interroge certains jeunes et qu'on parle du Covid, de ses répercussions et de la préparation à une grave pandémie, ces jeunes, quelquefois, nous répondent haut et fort, mais madame, ça fait 20 ans qu'on parle et qu'on tire la sonnette d'alarme sur le climat. Je vous dis ça parce que c'était un jeune Américain. Ça fait plus de 20 ans que la sonnette d'alarme est tirée sur le climat. Ils n'ont rien fait, ils ne feront rien. Again, I don't know why I'm the American on this panel. We also don't show up well on climate accords either. But there's a lot of fights and a lot of wake-up calls. We also learned that we don't actually make anything left in America, and every American knows this because every American didn't have toilet paper or paper towels or Kleenex, and we understood supply chains. And so I think that America today is more aware that there's global issues, more aware that there's global crisis. And on climate, you're right. It's been a 20-some-year fight. Biden just passed one of the biggest climate active bills in the U.S., and it's still not enough. So, you know, hopefully this is a little bit of a wake-up call from where we were 3 years ago at Med Days to today. I think America is in a very different place and is thinking about the world and our relationship with the world in a very different way. Je vais me tourner vers vous, Madame Abimbola Adebakin, j'espère que je n'écorche pas votre nom, pour parler de la coopération africaine, cette fois-ci sur notre continent. Ça a été le parent pauvre pour l'envoi de vaccins et de traitements, mais je vais positiver un petit peu ce débat parce qu'il y a eu d'extraordinaires initiatives menées dans de nombreux pays, dont la vôtre, pour assurer une sécurité sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fameuse plateforme que vous avez mise en place pour la sécurité du citoyen? Thank you. So I'm not going to use the good, the bad, the ugly, but we do have some good stories, and we have some
not so good stories. When COVID came, it met us unprepared, and I think it met the whole world unprepared, and almost all the health systems across the world collapsed. Ours also collapsed in Nigeria and several other African countries, from what I saw. But probably because we have dealt with Ebola, we were able to bounce back quite quickly, and we prepared and made a lot of makeshift, temporary solutions available. Now I say maybe because of Ebola, because there are not many continents that you have such, situations where you have to rapidly galvanize the society and begin isolation, begin social distancing and physical distancing and so many other things, and then bring out the health workers to work out of where they're comfortable into other regions. So we did that quite well, and we began to address issues of people being locked in at home, and their daily workers, people who rely on income on a daily basis, and they make the majority of the poor and the very poor. And I think one of the things we did also was to utilize our census records as a country to get aid and food to the last meter where people could then, access that. We did it well, and also had, there were some complaints. But I don't think we did communication well enough. What we did with Advantage, My Medicines, was that we had already begun to build a social infrastructure around getting medication from where it was in abundance to where it was scarce, more like the law of diffusion. So we saw that there were about 5,000 pharmacies across Nigeria, and we had aggregated 25% of them back in 2018, and had begun to leverage that to make sure medicines got to the last mile. Wherever you were in Nigeria, you just needed to get in touch with us, and you'll get your medicines. Our concept proved right for COVID lockdown, because not only were people barred from going to the hospitals, we had to deal with people that didn't have COVID but had critical illnesses. Many people forgot all the other illnesses. People could not miss their medication for CNS conditions. Mental health issues were on the rise. Simple, malaria and cold, cough, things were killing children from diarrhea and so on. So the medication for that needed to get to them. The consultation for that needed to happen. So telemedicine grew fantastically. My Medicines demand grew 10 times. We saw us collaborating with others in the health innovation ecosystem. So doctors that took time out to go to see the elderly worked with us to make sure medication and then diagnostics. So many health innovators have sprung up from that time. So that's the good, because the pandemic will not catch us in the same situation. Another one will not. We have innovated, we have proven concepts of home care, home delivery, in-place care. And I think Africa learned from that. You would see a lot more attention and a lot more intention regarding innovation in health now. It's at the last mile, it's at the last meter, it's in place, it's in home care. We're doing much more. But we seem to have realized that upstream in production, we are far from okay. The vulnerabilities in our system, because it was during COVID that I started a drug distribution system, and now that's one of our biggest, business lines. It was during that time that we realized, I had been preaching about, vulnerability in medicine security. But it was then we realized that our total dependence on importation of medication in Nigeria and representative of many African countries is just a no-no. Over the next 5 years, we must do something. In Nigeria, with the 6th largest population in the world, we do not produce active pharmaceutical ingredients. 100% imported. If China or India withheld APIs from Nigeria, we will be in bondage. And this is the same for a lot of West African countries, a lot for South African and all. I have been to factories here in Morocco, and I admire. But what did Morocco do to get medication across sub-Saharan Africa? I don't know. I didn't hear one initiative.
we must begin to think of a regional approach to this vulnerability to imported medication, starting from APIs all the way to excipients and all the ingredients that make finished goods available to anyone. We must challenge our governments to begin to think regionally, because if Morocco had used the capacity and what it has right now for medicines production to produce vaccines, we won't be talking about what happened. We had millions of vials of vaccines imported into Nigeria and they're spoiled. Why? Because the demand was not yet ready to meet the supply. And so there was a mismatch. It wasn't just a case of donate medication to us. It was a case of communicating and preparing the minds of the users, and we did a poor job of that. I hope that we can do better the next time. Merci beaucoup. Merci. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. On va prendre la direction de l'Argentine. Gustave Martinez, quelles sont les erreurs majeures que l'on pourrait retenir? On a un petit peu de recul maintenant. Qu'est-ce que on peut dresser un diagnostic? Quelles sont les erreurs qui ont été commises? Thank you. Bonjour, mesdames et messieurs. For me, it's a challenge to speak after my colleague Carole, because I warned you that I will use my Italian-Argentine accent, so you have a very great British accent. Un magnifique accent, s'il vous plaît. Yes. So, okay, we have only a few minutes, so I would wrote some triggering ideas. Okay. It has been over 2 years since was officially declared, the coronavirus was officially declared pandemic by the World Health Organization. And time goes by, and we'll continue to remember the dead, the sick, the severe economic and educational consequences, and the personal and social impact on well-being and mental health. But on the other hand, the pandemic has accelerated irreversible change processes, driven not only, but to a large extent, by new technologies. I'm sure that most of us, we came out of COVID with scars, but also with many lessons learned. How are we going to take advantage of these lessons? What implications will these changes will have for society? I believe that these are two key questions that should guide our future analysis. And also, I consider that it's never too early to analyze what mistakes have been made, because we can start implementing solutions before the pandemic is over. Maybe a comprehensive analysis, and it will not be possible until it's all over. But now, for example, we can understand what will work and what it doesn't in terms of managing pandemics. And this assessment can help save lives. And the most important thing is not to let what we have learned go to waste. There are more pandemics. We cannot predict when, what change will cause them. But now, for example, we know that the response to any global crisis requires as much global coordination as possible. I know it is hard to grasp why we were not better prepared for this pandemic, but scientists had long known that it was possible, and the WHO had insisted that it was essential to put protocols in place to protect ourselves. However, as usual, politicians find it difficult to invest resources in problems of unpredictable occurrence. And even we as citizens, we do not exert the necessary pressure when the issue is not sufficiently palpable, because we are preoccupied with our general situation, with our current situation. This is one of the mistakes that we must avoid in the future. There will be, as I said, more pandemics, that's for sure. They may be worse than this. But now,
we know the consequences of not to listening to the experts. And there is no excuse for not organizing well for the next one. Nevertheless, there is no point in having the best tools to deal with the pandemic if we do not also have the people's commitment. The best vaccine in the world is useless if people do not want to receive it. And in order to get out of this crisis, or crisis like this, we need everyone's cooperation. And this can only be achieved if we all understand what is happening. In the 21st century, we cannot allow part of the population to lead with their backs turned to science. Denialism is fought against with knowledge and information. And this must be working on at all levels, starting, of course, with next generations, so that scientific ignorance doesn't make them fall into the same traps. On the other hand, I think an important part of pandemic management is communication. We need to inform in clear and transparent way so that people can know what's going on and get involved. Of course, I don't say with over-information, which can lead to what we call pandemic fatigue. But this can make people switch off. No? COVID-19 has taught us many hard lessons. But the most important is that infectious disease outbreaks pose a risk not only of public health, but also to global security. And like nuclear proliferation, terrorism, and climate change, the coronavirus outbreak has shown that pandemics can rapidly undermine social stability and economic well-being. This point maybe seems obvious now, but before COVID-19 crisis, infectious disease barely registered on the global security agenda. And if you want to break this pattern, our preparation must reflect for the future, must reflect the true extent of this challenge. We must recognize the pandemics today represent one of the greatest and most likely threats to global security. I am fine with the time, or sorry? Non, non, vous avez largement le temps, allez-y. Okay. Allez-y, allez-y. Okay. We know that the common denominator of current global crisis is the fact that they demand solutions that no single government can provide us on its own. An infectious disease cannot be fought against with economic sanctions, bilateral diplomacy, deterrence, or military posturing. For sure, by means of scientific coordination, resilient health systems, and investment in global health networks. Global cooperation, strategic mutualism, and transnational compassion are the only way out of this kind of disaster. We cannot wait until the next outbreak has already become a threat to global security. At that point, it will be too late. Thank you. Juste par rapport à votre dernière phrase, s'il vous plaît, vous dites que ça ne peut pas être réglé par la diplomatie, par les scientifiques, mais qui fait la réponse finale? Qui débloque les budgets, sinon les politiques? I have to answer that question. It's difficult because prevent future pandemics will not require only investment as other security threats. I know we must take then that's a new form of globalized crisis, and this has are caused and exacerbated by interconnectedness in a modern in this modern world. No, I think that a genuine global response needs to be considered to achieve two goals: ending this crisis and preventing the next one. No, somebody said that there is a cycle. Is panic and forget. So, for example, when the outbreak is under control, governments and society, they forget this problem, and because they are
worry in the current juncture. So we must, for next time, for the future, now the future, we need to break this cycle. No, people, we must think in future, and the post event, what happened in the post event, it will be what happened in the next event. So we must work all the time. No, because the problem is out now. We are fine, and even, for example, this pandemic is not over. So, as I said before, the politicians always are worried about what happened now. You know, it's difficult to think about future, and even in connection with education, with knowledge. That is the most important thing. Merci, merci à vous. Vous avez parlé du rôle important des médias. Scott faisait référence tout à l'heure, ce à quoi nous avons été confrontés, tous les journalistes du monde entier, quel que soit le pays, aux fake news. Et jamais ça n'a été aussi difficile de traiter l'information et de la donner en temps réel, puisqu'il nous fallait un temps fou pour les vérifier, puisque nous étions à travers le monde entier inondés de fake news. Latifa Harbash, on va parler justement de ce rôle des médias. Vous avez récemment d'ailleurs été élue présidente de la plateforme africaine des régulateurs des médias. Quel a été l'impact de cette pandémie sur les médias ? Merci, Madame Raouni. Tout d'abord, je voudrais remercier donc, le do tank Amadeus d'avoir intégré la dimension médiatique dans notre réflexion critique autour de la pandémie du Covid. Je pense en effet que les médias ont été acteurs et non uniquement vecteurs au cours de cette crise pandémique qui a révélé un grand nombre de ruptures et de continuités et qui a été vécu aussi comme un moment historique pour notre humanité du XXIe siècle. Alors, pour revenir à votre question, bien sûr, les régulateurs africains se posent les mêmes questions. Notre mandat, c'est justement de servir l'intérêt général dans le domaine de la communication médiatique et de nous assurer que dans le respect, bien sûr, de la liberté d'expression et de la liberté éditoriale, de nous assurer de la conformité des contenus médiatiques avec les principes de droits de l'homme et les valeurs démocratiques. Alors justement, nous avons fait un suivi de comment les médias ont agi et comment ils ont vécu cette crise pandémique qui, effectivement, est une crise qui ne ressemble pas aux autres. Alors, si vous permettez, cette analyse, selon ma perspective de régulateur, doit être faite à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'impact, ce que vous venez de rappeler. Quel a été l'impact de cette pandémie mondiale globale et je dirais, de toutes les crises qui sont suivies sur les écosystèmes médiatiques, sur les médias. Et le deuxième niveau, c'est nous avoir une pensée critique, critical thinking, à propos du narratif médiatique. Et je pense que les deux, c'est vraiment des niveaux d'analyse très importants. Alors, le premier niveau, c'est quel a été l'impact sur les médias. D'abord, on part d'un premier constat. La Covid-19 a été la première pandémie globale de l'ère des réseaux sociaux. C'est très important à le noter. Les réseaux sociaux ont, je dirais, dicté leurs règles du jeu dans ce domaine et ils ont imposé leur hiérarchie de l'information. Pour nos régulateurs, nous considérons que les réseaux sociaux ou les plateformes ont apporté de formidables opportunités en matière de liberté d'expression, d'accès à l'innovation, comme on a parlé, d'accès non seulement à l'information, mais à l'expression. Cela est très important. Mais notre mandat de régulateur, dans le cadre de la réalisation, de la protection de l'intérêt général dans le domaine de la communication, c'est de voir ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été respectueux, encore une fois, des principes de droits humains et des valeurs démocratiques.
Donc, c'est pour ça que je voudrais partager avec cette belle assistance qu'on a aujourd'hui un certain nombre de constats. D'abord, la crise que nous avons vécue et dont on a du mal à sortir, comme vous l'avez rappelé, Madame Laouni, et le confinement inédit des populations qu'on a dû orchestrer, a accéléré quelque chose qui existait déjà. Il a accéléré la bascule numérique, la bascule vers le numérique des pratiques et des consommations médiatiques des individus, mais aussi on a vu des institutions, des entreprises, des ONG acquérir une agilité numérique extraordinaire, et je pense que c'est quelque chose qui est à analyser. Il ne faut pas considérer que c'est sans impact. Alors, le confinement, il a aussi renforcé quelque chose qui, dans le contexte africain, est très important, c'est qu'il a renforcé l'utilisation des réseaux sociaux comme espace d'une nouvelle sociabilité et comme aussi un espace public alternatif. Surtout dans le pays où il n'y a pas beaucoup de marge de liberté d'expression, c'est devenu un espace public alternatif. Alors, c'est bien quand les règles, encore une fois, des droits humains et des valeurs démocratiques sont respectées, mais ça a des conséquences quand ce nouveau espace public alternatif et l'espace aussi de manquement à tout niveau, ce n'est pas anodin, ce n'est pas sans conséquence sur la diversité culturelle des pays africains, par exemple, ce n'est pas sans conséquence sur le lien social, ce n'est pas sans conséquence sur l'exercice démocratique, et nous reviendrons aux questions de la désinformation. Autre constat, je dirais, je résume, c'est que, et pour moi c'est très important en tant que régulateur, notamment en tant que régulateur marocain, la crise pandémique a, je dirais, touché de plein fouet la situation économique des médias classiques, la presse écrite, radio et télévision. Et cette crise, qui est devenue une crise, qui commençait comme crise sanitaire, qui est devenue une crise économique, elle a affaibli, elle a fragilisé le modèle économique de ces médias. C'est vrai que la transformation numérique de la communication avait, avant la crise, bien sûr affecté ce modèle économique, mais vraiment la crise pandémique a été un moment extrêmement dur. Et je voudrais, là, je vois qu'il y a des représentants de radio et de télévision privée marocaine, notamment, et publique, rendre hommage à la formidable mobilisation de ces médias classiques. On n'aurait pas pu imaginer ni déployer une réponse nationale à la propagation du virus sans ce travail formidable. Mais attention... Parce que pendant que vous tous, vous étiez confinés, nous ne l'étions pas du tout. C'était un marathon de 2 ans. Le régulateur l'a bien noté. Et alors, posons-nous cette question. Si on laisse ces médias qu'on dit classiques, et qui se sont transformés aussi, si on les laisse sans vraiment de véritables politiques publiques, sans interférer dans leur indépendance territoriale, on va se priver d'un rouage et d'un outil extrêmement important pour le fonctionnement de nos démocraties. Parce qu'au moment où nos médias classiques s'affaiblissent et au moment où ils se sont affaiblis encore plus à cause de la pandémie, nous avons eu un capitalisme triomphant qui est celui des plateformes numériques transfrontières. Et c'est très important de nous dire que cette concomitance, attention, je ne suis pas pour le démantèlement, ni rien du tout, je constate que cette concomitance entre l'affaiblissement de médias qui servent la médiation dans nos sociétés, qui donnent aux citoyens aussi les moyens de s'exprimer, qui sont un quatrième pouvoir, et des plateformes numériques qui sont des intérêts privés, nous arrivons à une question. Nous ne pouvons pas, nous, régulateurs, regarder ailleurs au moment que ça se passe, et on se dit, est-ce que demain, si on les chauffait, est-ce que c'est ces plateformes, les GAFA, qui vont réguler le pluralisme politique dans nos sociétés, par exemple? Est-ce que ce sont eux qui vont
porter notre imaginaire? Est-ce que ce sont eux qui vont nous aider à créer un lien social qu'on aura, etc. Donc c'est une question extrêmement importante. Et un autre constat, c'est, nous l'avons fait, nous avons fait des études au Maroc, nous avons vu comment est-ce que le service public de l'audiovisuel a été un acteur extrêmement important, parce que c'est une communication qui a été difficile. Il fallait absolument informer, il fallait rassurer sans mentir et faire, et avoir vraiment une nouvelle posture par rapport aux citoyens. Et je pense que le service public de l'audiovisuel aussi a joué un rôle extrêmement important. J'ajoute, si vous me le permettez, juste un chiffre par rapport à ce que vous dites, une enquête qui a été menée d'ailleurs par le HCP, le Haut Commissariat au Plan, une autre qui est sortie il y a quelques jours, cette fois-ci à Madrid, et qui a, et le Maroc comme la majorité des pays, effectivement, les téléspectateurs allaient chercher la fiabilité dans les médias classiques et notamment la télévision publique. Alors, si vous me donnez 4 minutes, je termine avec 2 ou 3 informations. D'abord, quand je dis, ça c'est un constat, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un constat factuel. S'il y a eu un capitalisme triomphant pendant cette crise, et après, ça a été le numérique. Et je voudrais donner des chiffres qui donnent le tournis. Ce qu'on appelle les GAFAM, bien sûr, ils se sont renforcés économiquement, mais aussi en termes d'influence et d'impact. Alors, les chiffres sont vraiment inédits. En 2021, Google a vu son chiffre d'affaires doubler. C'est la première fois que ça arrive. Entre 2020, la pandémie a commencé en mars, et 2021, le chiffre de Google, il a réalisé bien sûr 76 milliards de dollars, mais ça a doublé. Le bénéfice d'Amazon, lui, a vu entre 2020 et 2021 une progression de 51%. Le bénéfice de Facebook a été de pratiquement 40%. Et Apple, par exemple, nous avons vu son chiffre d'affaires augmenter de 45%. Donc on est dans des dimensions extraordinaires au moment où les médias de proximité, notamment chez nous en Afrique, et par exemple une belle expérience comme celle de notre sœur nigérienne, a besoin de médias de proximité et de médias libres. Eux sont allés vraiment, comme on dit, sont devenus leur situation encore plus précaire. Est-ce que j'ai 3 minutes pour parler de la désinformation? Non. Non. Je suis désolée. C'est pas important, passe à autre chose. Je suis désolée parce que tout à l'heure, et on m'en a beaucoup voulu, on avait tellement débordé qu'on n'a pas pu donner la parole à toutes les personnes qui assistaient. Et là, j'ai promis. Alors, posez-moi une question sur la désinformation. Oui, on y reviendra. Scott, vous vouliez réagir justement sur les médias. Yeah, what the honorable head of media just said is correct. The problem that we saw in the U.S. Is there's no real governance of these platforms. The U.S. laws don't allow, there's a section 230, 232, 236 of the Communications Act that doesn't allow the U.S. to govern these platforms. The real fight is, are they actually just the internet, or are they actually creating content and showing you what the content is? I believe that as an advertiser and curating what the content is, Facebook was able to self-govern through an independent body and put up flags around misinformation on COVID-19. They did this on their own, but quietly about 3 or 4 weeks ago, they asked to get the governance board to remove those flags. This is the U.S. And Facebook and these large social media platforms backsliding quietly because no one is paying attention. They feel like, oh, well, the crisis is over, and half the country thinks one way. And again, this goes back to my earlier statement that when there's not a communications and there's open space, bad things happen. And so no one is paying attention. It's not in the news. It's not on public TV. And all of a sudden, Facebook tries to slide and get rid of any type of misinformation flag. I do think that we should look to other countries
for governing Facebook, and I hope that Africa as a continent governs against this. You have a stake. They're operating on your networks and in your countries. Germany used hate speech laws to go against Facebook in probably the most rigorous fashion of any country, I believe, to date. And by doing so, they're dealing with real fines. Google is also dealing with real fines in Germany. So I do think that Africa has a say in this as to stopping these countries from and platforms from allowing horrible information and spreading of mistruths and disinformation. Merci. Je vais me tourner vers vous, Najat Vallaud-Vakassem. On a entendu cette initiative, ces initiatives, parce qu'il y en a plusieurs au Nigeria. Ce constat, en fait, de changement de paradigme évoqué par M. Martinez, on voit l'importance des médias. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, est-ce que la donne a changé, que ce soit l'urgence, en fait, de partage de connaissances, partage d'expériences scientifiques, et si vraiment la donne est en train de changer, devons-nous encore nous appuyer seulement sur les politiques des États? À savoir, je m'explique, tout ce qui est le travail extraordinaire qui a été fait par de nombreuses ONG. Vous êtes à la tête d'une ONG, vous savez de quoi je parle. L'importance de ce qui a été fait en milieu associatif. Vous aviez fait référence au début de ce panel à la solidarité. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la donne est en train de changer? Oui et non. Enfin, des politiques, on aura toujours besoin de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est que dans les leçons qu'on a apprises de la crise du Covid-19, il y a aussi beaucoup de questionnements sur la façon de gouverner en temps d'incertitude pandémique. Et c'est vrai que du coup, il y a ceux qui s'en sont bien sortis et ceux qui s'en sont pas très bien sortis. De manière générale, je pense que le concept à retenir, c'est que quand on cherche à gouverner une population sur la base d'une telle incertitude scientifique, en ne sachant pas très bien où on va avec cette pandémie, ce qui est très important, c'est de ne pas mentir en fait. Ce qui est très important, c'est de ne pas dénaturer les faits. Ce qui est très important, c'est de savoir reconnaître, même si on est une autorité politique au sommet de l'État, qu'on ne sait pas, par exemple. Et ça, c'est pas une évidence quand on est un homme ou une femme politique, parce que habituellement en politique, je veux dire, ça fait partie des règles d'une certaine façon de la politique, que quand vous gouvernez, vous devez entraîner votre population, donc faire preuve d'optimisme sur certains sujets, d'un optimisme plus important que la réalité, par exemple. Mais ça fait partie, c'est pas du mensonge, c'est ça la politique aussi. Avec une pandémie, et beaucoup de politiques en ont fait l'expérience, si vous êtes trop optimiste par rapport à la réalité scientifique, vous serez accusé de dénaturer les faits. Vous ne pouvez pas, par exemple, promouvoir une solution par rapport à une autre. Et certains, d'ailleurs, en ont fait les frais. Par exemple, chez vous, Donald Trump, quand il promeut une solution scientifique alors qu'il n'est pas lui-même un scientifique, il y a un moment où il apparaît que, là encore, on a trompé la population. Donc, en fait, moi, je pense que la bonne leçon à retenir s'agissant du mode de gouvernance, c'est qu'en temps d'incertitude scientifique à ce point-là, il faut tout simplement considérer les citoyens comme des adultes et pas comme des enfants. Ne pas chercher à les infantiliser, leur dire la vérité, en faire des agents de coopération eux-mêmes. Je veux dire, tout ce qui est pédagogique, comme par exemple les informations sur le lavage des mains, etc., est bienvenu. On a eu nous-mêmes en France un petit flottement à un moment où le gouvernement prétendait que les masques ne servaient à rien, par exemple. Et ça a été très reproché à notre gouvernement. Donc voilà, donc je pense que c'est difficile pour le politique de suivre, de vivre ce genre d'expérience, mais qu'en même temps, ça peut être aussi l'occasion de s'améliorer parce que on va vers une gouvernance, encore une fois, qui considère les citoyens comme des adultes, une gouvernance plus coopérative. Et c'est vrai que, par exemple, la Nouvelle-Zélande est apparue comme un des exemples de bonne gouvernance parce qu'on avait une première ministre qui était beaucoup dans cette coopération permanente avec les citoyens.
Mais pour revenir à votre question, après, à l'échelle internationale, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant moi. Le multilatéralisme, je crois que c'est Mme Ramon qui le disait tout à l'heure, a vraiment semblé faillir. Et c'est très dommage parce que ça aurait été l'occasion justement de démontrer qu'on savait se servir de toutes les organisations internationales qu'on a aujourd'hui pour réussir. Le problème, c'est que en fait, l'inégalité crasse de notre monde s'est installée et renforcée pendant la crise du Covid. Et par exemple, les chiffres d'affaires, les bénéfices monstrueux que vous évoquiez tout à l'heure de Google, d'Amazon, etc., font que en fait, les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Vous avez 20% de plus de population mondiale qui est tombée dans l'extrême pauvreté sur les 2 années du Covid. On est donc à près de 900 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans l'extrême pauvreté. Et en même temps, vous avez des gens qui ont vu leur fortune doubler sans aucune raison, si ce n'est d'avoir profité de la crise et qui frôlent les dizaines de milliards, voire plus. Donc, en fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'à l'échelle internationale, on est capable d'imposer une meilleure régulation. Et ça, ce n'est pas les États, quelle que soit la qualité des politiques au niveau national, qui vont y arriver. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est quels sont nos moyens d'action pour faire en sorte que, y compris le secteur privé, d'une certaine façon, mette la main à la poche. Et on l'a vu avec les laboratoires pharmaceutiques, ça n'a pas été évident du tout. Les laboratoires pharmaceutiques ont fait un énorme lobbying pour empêcher qu'on suspende les droits de propriété intellectuelle sur la production de vaccins Covid-19. Alors même que ces mêmes laboratoires pharmaceutiques avaient trouvé les vaccins qu'ils ont trouvés grâce à l'argent public, donc à notre argent, à nous tous, les contribuables, et que finalement, c'est un bien commun qui aurait dû être partagé et qu'on accepte de partager. Mais malheureusement, là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore les moyens d'action nécessaires. Donc moi, je pense que ce qui nous manque pour que le multilatéralisme fonctionne véritablement aujourd'hui et qu'on cesse d'être uniquement dans la charité, parce qu'on ne veut pas de charité, hein, l'idée, c'est pas de juste partager les doses de vaccins. Entre parenthèses, quand on partageait les doses de vaccins, ça avait du bon à certains égards, mais à d'autres égards, il faut savoir que, en fait, on n'envoyait pas les bons nombres de doses de vaccins. Donc, par exemple, on envoyait un peu de Pfizer et puis un peu de Moderna. Mais donc, du coup, les personnes qui recevaient dans les pays, elles recevaient la première et pas la deuxième. Exactement. Donc, elles n'avaient pas la deuxième dose. Enfin, vraiment, tout ce qui ressemble à de la charité, il faut arrêter. Et c'est pas parce que je suis à la tête d'une ONG que je suis pour la charité. Moi, on ne demande pas la charité. Nous, on demande des règles internationales pour la justice. Donc, on demande une fiscalité qui soit à la hauteur. Par exemple, aujourd'hui, la fiscalité des multinationales, il y a eu quelques avancées. Maintenant, on a un impôt minimum de 15% qui a été adopté dans le cadre de l'OCDE. Il faudrait quand même aller plus loin pour que toutes ces multinationales dont on parlait tout à l'heure soient fiscalisées comme il le faut. Et on demande des règles qui imposent, par exemple, comme je disais, aux laboratoires pharmaceutiques, qu'en cas de grande pandémie mondiale, ils mettent la main à la poche et ils ne se contentent pas d'empocher les bénéfices de ces vaccins alors que tout ça est un bien commun. Un autre exemple, et je m'arrêterai là parce que c'est aussi un des sujets sur lesquels on travaille, a été évoquée la dimension crise économique liée au Covid. Bien sûr que les pays, en particulier les pays les plus pauvres, les pays en développement, ont beaucoup plus souffert que les autres économiquement et en effet se sont toujours pas remis, comme vous le disiez tout à l'heure. Et par exemple, beaucoup de ces pays, les plus pauvres, sont confrontés à une crise de la dette. Parce que, au lieu de consacrer des moyens à financer leur système de santé ou leur système d'éducation, ils ont le couteau sous la gorge à devoir rembourser les intérêts de leurs dettes. Eh bien, la question qui s'est beaucoup posée ces derniers temps, c'est comment on fait pour alléger la dette des pays les plus pauvres en période de crise économique inédite liée au Covid-19. Autant vous avez des pays, par exemple les pays membres du Club de Paris, dont la France fait partie, qui sont finalement des détenteurs de la dette, qui ont accepté d'alléger cette dette des pays les plus pauvres, autant tous les créanciers privés, parce que la dette, elle est détenue aussi pour un tiers par des créanciers privés. Le secteur privé, lui, il n'a pas mis la main à la poche une fois de plus. Donc en fait, moi, mon sujet aujourd'hui, c'est que je dis que si le multilatéralisme, on veut le voir fonctionner, il faut qu'autour de la table, il y ait vraiment tous les acteurs concernés. Or, aujourd'hui, on a quelques États, on ne les a pas tous, et on n'a surtout pas le secteur privé.
Merci beaucoup. Le temps passe, mais à une allure de fou. Vous avez encore beaucoup de choses à partager. J'ai beaucoup de questions, mais dans la salle, j'imagine qu'il y en a. Je vais passer le relais. S'il vous plaît, si on pouvait avoir des micros. Je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu. S'il vous plaît. Monsieur d'abord qui était là, et je crois madame. Bonjour. Bonjour à tous, Latifa Chakri. J'ai une question particulière à poser à madame Najat Vallaud-Belkacem. On est au Maroc aujourd'hui, vous avez cité un pays en exemple qui est en Europe. Que pensez-vous de la gestion de la crise Covid qu'a mise en place le Maroc en comparaison avec la France? Pas forcément d'ailleurs en comparaison avec la France. Je veux dire, de manière générale, même dans l'absolu, moi je pense que la gestion de la crise Covid a plutôt été saluée s'agissant du Maroc. On a été assez impressionnés, je pense pouvoir le dire collectivement, à la fois par la politique de test, par la politique des masques et puis par la politique de la stratégie de vaccination qui s'est avérée, je pense, plutôt un bon exemple dans le monde. Après, je veux dire, tous les pays ont été confrontés à des aléas et des allers-retours et puis des fermetures de frontières et puis des choses comme ça. Mais honnêtement, ça a été plutôt positivement perçu. Et d'ailleurs, c'était intéressant de constater que, puisque vous faisiez allusion à la France, même dans le paysage politique, y compris venant de partis qui généralement ne sont pas dans le compliment à l'égard de ce pays, eh bien, il y a eu plutôt des perceptions très positives, des discours qui ont valorisé ce qui se passait ici. Mais je pense vraiment que, en fait, les pays qui ont bien réussi sont à nouveau les pays qui ont considéré qu'il ne fallait pas infantiliser les citoyens, mais leur dire la vérité. Monsieur, allez-y. Il est allumé. Ça marche? Oui. Oui, alors je suis un peu étonné qu'aucun intervenant n'a mentionné l'Organisation mondiale de la santé. C'est quand même une organisation dont le rôle, justement, est celui-là. Et ma question, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, il faut consolider cette organisation internationale, lui donner les moyens justement pour prévenir les prochaines pandémies et essayer de les gérer mieux que ce qui a été géré par la pandémie du Covid-19. Merci pour votre question. Monsieur, Madame Ramon, est-ce que vous voulez répondre? Thank you. Yes, that's right. It's been the great absence, I think, of the whole conversation, but I think it's been largely fairly absent during the pandemic as well in many ways. I think it needs and it should have a much stronger role, that's for sure, but just as much as any other multilateral organizations, because I think it's not just a health related necessarily. I mean, WHO obviously, because its main competency, has a big role, but I think, as my colleague here in the panel was saying, I think there's a huge role for a lot of other organizations to regulate. I mean, this failure of developed countries to deliver to less developing countries will come and haunt many, many countries, because you have serious consequences. On the one hand, Gustavo mentioned a security issue. If there happen to be another pandemic soon, people will probably not be as content with staying indoors, doing the lockdown, doing the isolation, wearing the face mask, watching how other countries get the vaccines, why they don't have any, watching how some of, even within countries, travel to another country that has plenty of vaccines to spare and buys them over there and gets the jab abroad. That creates also frictions nationally. So I think WHO, going back to your question, is important, but I think there's a role, as my colleague was saying, for the international community to really think and reassess what's the role of countries here and what sort of regulations we should have, because this has definitely tarnished the reputation for many countries in the solidarity, which was
for many a pillar of the foreign policy. And there's a serious tarnish. And going back to the concept of solidarity, it's not the leftovers that need to be given. It's like you're eating a plate and you say, well, whatever I don't eat, that's the leftovers, I'm going to give it to those who don't have. Well, it should be, well, I have the plate, I'm just going to give this. Perhaps it's the same amount, but it's a decision rather than a consequence of, well, I'm not hungry anymore and therefore I'll give them the leftover. Is what I'm going to do first. Perhaps I'm a little bit hungry when I finish, perhaps not, but this is what I'm able to give. So yes, WHO needs to be reinforced probably, but also other organizations such as, for instance, WTO. I think is quite a scandal that we haven't been able to reach a consensus on such an urgent issue. We should have done it, and it's been postponed for another ministerial, and who knows, like many other issues, will probably be not be on people's minds anymore in the next ministerial. Monsieur. Et puis ensuite là-bas. Bonjour. Bonjour. Merci Madame Dr Abdelhafid Ouelalo. Je suis pharmacien biologiste, épidémiologiste, et j'étais vraiment dans la campagne Covid pendant 2 ans et demi, présent dans tous les médias, privés et publics. Et j'étais même harcelé parce que des fois c'est 4-5 émissions par jour. Donc nous, en tant que scientifiques, on était présents. Et là, je ne comprends pas ce paradoxe entre fragilité des médias par l'impact sur l'économie de ces entreprises des médias, mais aussi cette grande mobilisation des médias. Parce que nous, en tant que scientifiques, on nous a demandé de donner l'information crédible, scientifique, objective. Malheureusement, on était contre le virus et on était contre les fake news. Donc on avait 2 combats. Et il fallait vraiment faire un effort colossal pour convaincre les gens pour aller se faire vacciner. La première dose, la deuxième, la troisième et la 4e, n'en parlons pas. J'en pense que les ONG ont joué un rôle très important auprès des médias et aussi des scientifiques. Et déjà en plein campagne pour la vaccination, nous avons pris l'initiative de créer une nouvelle association nationale, médecins, pharmaciens, étudiants en médecine, sociologues, qui s'appelait l'Association marocaine pour la prévention et la couverture médicale que je préside. Pourquoi la prévention? Parce que la lutte contre le corona, c'est de la prévention. Il n'y a pas de médicament antiviral. Le masque, c'est une mesure de protection. Le vaccin, c'est une prévention pour prévenir les complications et les cas graves, pour ne pas être dans les services de réanimation. Donc je pense que tout ceci était lié à la politique publique, à la couverture médicale. Les gens qui ont une couverture médicale, ils se prenaient en charge dans les cliniques ou ailleurs pour combattre cette maladie. Et je pense que dorénavant, il faut, et là pour expliquer pourquoi des inégalités, il faut parler vrai. Pourquoi nous, dans les pays du Sud, nous n'avons pas donné la priorité à la recherche biologique, à la recherche scientifique, puisque dès le départ, heureusement que Sa Majesté avait pris des mesures d'anticipation, parce que nous avons enregistré le premier cas le 2 mars, le 5 mars, Sa Majesté, avec le roi d'Espagne, on a fermé les frontières terrestres, maritimes et aériennes entre les 2 pays voisins, 14 km. Donc ce sont des mesures qui vraiment ont abouti au confinement pendant 3-4 mois, mais il fallait prendre ces mesures et être conscient que d'abord, la santé des populations avant l'économique. Ça a été un choix stratégique pour le Maroc et c'est Sa Majesté qui l'a prise. Et nous sommes heureux de voir que pas mal de pays ont pris l'exemple de la bonne gestion de la pandémie, puisque même pour la vaccination, nous sommes arrivés à 72% de Marocains vaccinés. Et heureusement qu'on est arrivé à ce taux. C'est pour cela que malgré le relâchement total de notre population, nous sommes heureusement protégés, y compris
du virus de la grippe que nous connaissons actuellement. Donc je pense que la balle, c'est de notre côté. Nous, en Afrique, dans les pays du Sud, même les pays pétroliers, nous n'avons pas donné la priorité à la recherche scientifique, à la recherche biologique, à la formation des pharmaciens biologistes, au laboratoire. Nous attendons le vaccin qui nous vient de l'Inde. Nous attendons que le paracétamol nous vienne de l'Inde. Nous attendons que la matière première nous vienne de l'Inde et de la Chine. Et même pour l'Union européenne, ils ont fait des tentatives. Deux chiffres que je peux vous donner. Pendant que le règne de Trump, l'ancien président des États-Unis, les États-Unis ont mis sur la table 17 milliards de dollars pour la découverte du vaccin Pfizer, avec notre ami marocain qui était le patron de cette découverte du vaccin Pfizer aux États-Unis. Je m'excuse, je vais devoir vous interrompre pour qu'on puisse prendre d'autres questions, s'il vous plaît. Malheureusement, il fallait quelqu'un pour parler de la bonne Oui, mais comme gestion de la ça, juste si vous me le permettez, quand vous parlez de harcèlement, vous parlez de moi, je suis sûre. Parce que moi, je vous ai harcelé au téléphone. Et je vais juste donner la parole. Non, deuxième ou autre, c'est vrai que vous avez été au Maroc, je me permets de répondre, pour donner la parole à Madame Latifa Kharbache. Pourquoi? Parce que vous avez été tous extraordinaires. Beaucoup de mes confrères, et j'en vois certains sont dans la salle, vous avez été extraordinaires avec nous parce que vous étiez à chaque fois présents, et Dieu sait, et c'est vrai, on vous a harcelé. Je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils ont été extraordinaires. Que ce soit les épidémiologistes, que ce soit les médecins, que ce soit les pharmaciens, vous avez été à nos côtés de jour comme de nuit parce que vous aviez des appels même très tard. On vous en remercie au nom de tous les médias. Mais je pense que quand vous parliez de la fragilité, monsieur, je pense que ce n'était pas sur ce point que Madame Kharbache parlait de fragilité, si elle peut vous répondre, si vous le permettez. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. En fait, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Siwa Lalou. Il y a eu un paradoxe parce que vous savez que jamais le public, pas uniquement au Maroc, mais ailleurs, jamais le public n'a autant regardé la radio, la télé, parce que de toute façon, on était confinés avec ça. Mais le problème, le paradoxe, c'est qu'il n'y avait pas de ressources publicitaires, il y avait une crise économique qui a rejailli, tout simplement. Maintenant, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, ces médias classiques ont participé à la lutte contre la désinformation. Ils sont là extrêmement importants. Maintenant, ça me donne l'occasion de dire et de rebondir sur ce qu'a dit Mme Ramona, c'est qu'il y a eu, au niveau global, ce narratif médiatique où il y avait un déficit au niveau de la solidarité. L'équivalent médiatique du manque du multilatéralisme, c'est ce journalisme de solidarité. Il y a eu vraiment un manque. Moi, je forme le vœu que les médias africains se renforcent. Donc, il faut être libre pour se renforcer, que nos médias africains soient suffisamment libres, suffisamment experts professionnellement, suffisamment engagés éthiquement pour pouvoir apporter leur perspective. Le monde a besoin de la perspective africaine pour pouvoir donner voix aux solidarités et pour pouvoir contribuer à la lutte contre la désinformation. Je donne un exemple mais vraiment, Mme Belkacem m'a parlé des problèmes de vaccins, cet exemple est poignant. Vous savez, parmi les constats que nous, régulateurs, nous avons faits, c'est qu'effectivement, tout le monde l'a vu, ce constat, c'est la crise pandémique a été surmédiatisée. Elle a été certes surmédiatisée, mais il y a eu aussi il y a eu des silences médiatiques coupables, il y a eu invisibilisation de certains problèmes. Et c'est là où j'arrive à l'exemple tout à fait concret. Est-ce que vous savez que nos médias, au stade, je parle au niveau global, se sont fait un malin plaisir de braquer leur lumière sur les convois d'aide, de vaccins envoyés aux pays pauvres, pays africains, notamment l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, mais ils ont regardé ailleurs pour dire qu'il y avait des scandales au niveau de la gestion des vaccins. Il y a eu des millions de doses de vaccins détruites dans les stocks des pays riches parce qu'ils sont arrivés à péremption, ils n'ont pas été utilisés. Et pourquoi on ne nous a pas dit que les pays riches ont asséché le marché des vaccins en achetant plus que ce dont ils ont eu besoin pour faire de la diplomatie vaccinale?
Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas suffisamment dit, notamment les médias mainstream et les grands que certains vaccins qui sont donnés à COVAX ou à d'autres initiatives ont été donnés sans aucune programmation. C'est-à-dire les pays qui ont reçu ont été surpris. On leur a donné sans aucune programmation, sans qu'il y ait préparation logistique, quand la date de péremption était proche. Un pays, pour ne pas le nommer, le Nigeria, j'ai lu ça dans la vraie presse d'investigation, a dû détruire, au moment où il y a eu un grand besoin d'accès à la dose vaccinale, détruire des millions de doses et juste les enterrer alors qu'il fallait les insérer. Mais on a pris le pays comme ça parce que justement, on l'a obligé carrément à prendre ces doses parce qu'ils arrivaient à perdre. Voilà ce dont on a parlé. Voilà ce que le traitement médiatique peut apporter ou peut ne pas apporter. Mais ça n'enlève à rien à la mobilisation des médias. Seulement, il faut aussi avoir cette audace et de dire que durant cette crise pandémique, la désinformation a été une arme. Et elle a été une arme géostratégique. La guerre entre les laboratoires, ça a été tout un feuilleton médiatique, mais c'était pour servir les intérêts justement des pays. 30 secondes pour dire qu'il y a un exemple choquant qui a été révélé par une chaîne, par des journalistes britanniques. Il y a eu une officine, c'est-à-dire une agence de communication qui s'est spécialisée pendant la pandémie dans la fourniture aux journalistes généralistes et pas très formés de kits de communication rapide faits de déclarations de scientifiques et de chiffres. Et quand cette chaîne a fait une recherche, a fait du journalisme d'investigation, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Que beaucoup de ces spécialistes dont on a vendu les citations n'étaient pas du tout spécialisés, donc pas épidémiologues, et que certains travaillaient pour des lobbies pharmaceutiques. Voilà ce qu'a été aussi la communication globale. Voilà ce que nous, régulateurs, on est payés, j'ose dire, pour révéler, parce que révéler cela, c'est travailler pour l'intérêt public. Je crois que le micro, je vous ai vu, hein, je ne vous ai pas oublié, je vous assure, mais il avait le micro avant vous. Mais vous avez la parole tout de suite après, je vous le promets. Monsieur ? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour toutes vos explications. Donc, ma question, ça va être pour madame Najat Belkacem. Donc, ma question, ça va toucher plutôt le côté économique sanitaire. Actuellement, on est vraiment face à une crise qui est un petit peu difficile, crise économique, un problème grave aussi de l'environnement, sans oublier aussi le problème de l'énergie. Je pense que ces problèmes-là sont vraiment, ils vont jouer un rôle de freinage pour se préparer pour la prochaine pandémie. Déjà, le thème, ça a été comment se préparer pour le prochain virus. Actuellement, on voit que au niveau marocain, au niveau africain ou même au niveau européen, on voit qu'on a vraiment, il y a des initiatives afin d'améliorer le budget, quel que soit pour les hôpitaux, quel que soit pour la recherche, pour le développement. D'après vous, est-ce que vous pensez déjà que vraiment on va avoir un problème afin de financer? Déjà, vous êtes à la tête d'une ONG, donc vous voyez que si vraiment on a vraiment des moyens financiers, on peut même aider les ONG afin d'améliorer leur qualité de service, bien d'améliorer même leur vision. Est-ce que vous pensez que cette crise, ce problème de l'environnement, est-ce qu'il va vraiment freiner cette préparation pour la prochaine pandémie? Merci. Et je vais donner sur votre question, si vous me le permettez, la parole à Madame Najat Belkacem et à Monsieur Martinez aussi, qui évoquait ce volet pour vous répondre également. Oui, merci. En fait, moi, je pense que les sujets ne rentrent pas en contradiction les uns avec les autres. Vous n'avez pas à vous demander comment on gère la concurrence entre des défis énormes que seraient d'un côté les pandémies, le nouveau virus, d'un autre côté la crise climatique, d'un autre côté la crise énergétique, etc. Je pense qu'en fait, tout ça, c'est le même sujet en vérité. D'abord parce que, par exemple, les pandémies et les virus, les scientifiques nous disent aujourd'hui que c'est notamment la proximité des humains et des animaux, c'est-à-dire la façon dont, à vouloir industrialiser
tout l'environnement qui nous entoure, donc cette espèce de gloutonnerie qui nous caractérise à vouloir toujours plus, c'est ça qui a créé beaucoup de ces maladies qui sont transmises par les animaux aux humains parce qu'on vit sur les mêmes habitats. Donc par exemple ça, déjà, on voit bien comment est-ce que la question de la pandémie et la question du climat ou de l'environnement est liée. On doit avoir un autre rapport à notre environnement. Certains pourraient parler d'une forme de sobriété. Quand vous en arrivez à cette question de pourquoi est-ce qu'on en veut toujours plus et que vous vous dites mais attendez, on vit dans un monde où en même temps certains sont en train de mourir de faim et puis d'autres s'enrichissent par dizaines de milliards à la journée, comment c'est possible? Donc en fait très vite vous en venez à la question des inégalités et de ces injustices économiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc en fait moi je pense que vraiment c'est cet ensemble-là qu'il faut repenser. Et il y a une chose qui est pour moi très illustrante. En ce moment même, on n'arrête pas de dire partout avec la guerre en Ukraine, vous savez, le fait que ce soit l'Ukraine ou la Russie, c'est un peu les greniers à blé du monde et donc que, par exemple, l'Afrique pâtit beaucoup en termes d'accès aux matières premières alimentaires de cette guerre en Ukraine. Et donc, du coup, on voit monter les chiffres de la famine. On a une famine en Somalie en ce moment même, etc. Mais en même temps, là encore, tous les spécialistes de ce sujet vous disent quand on regarde le monde, en fait, on a suffisamment à manger, on a suffisamment pour nourrir le monde entier. Donc, en fait, le seul sujet, ça reste quand même la spéculation qui est faite sur les denrées alimentaires, pour le coup. Donc, en fait, on voit à chaque fois, on revient toujours à la base, qui est les dysfonctionnements. Ils ne sont pas liés à un manque de matières premières, etc. Ils sont liés au fait qu'il y a des inégalités qui sont confirmées, confortées, recherchées par certains au détriment d'autres. Et donc, pour moi, en fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on impose de nouvelles règles à l'échelle internationale pour installer une forme de mieux vivre, en quelque sorte, avec son environnement, dans une plus grande justice, en étant plus sobre dans la consommation d'un certain nombre de choses, etc., etc. Monsieur Gustave Martinez, vous voulez répondre également sur le sujet. C'est juste que, comme ça, les questions s'adressent à tous nos invités également. Pardon, est-ce que je peux juste rajouter Bien sûr. phrase? Parce que du coup, je me rends compte que je n'ai pas fini mon raisonnement, juste d'une phrase. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est très important que les États et que les pouvoirs publics reprennent notamment leur outil le plus efficace qui soit, qui est celui de la fiscalité? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, en fait, moins on utilise l'outil de la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, des impôts justes et progressifs, avec les plus riches qui payent quand même, etc., et plus on laisse les inégalités se creuser. Et à contrario, plus on utilise l'outil de la fiscalité et plus on peut développer des services publics, en fait. Et les services publics, c'est vraiment la santé, c'est l'éducation, c'est tout ce qui permet finalement à une population d'avoir à la fois des perspectives et puis d'être dans les faits traitée de façon égale. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que moi, quand je dis qu'il faut une régulation internationale pour prendre à bras-le-corps les défis qui nous attendent, climatiques, pandémiques, etc., je dis notamment qu'il faut l'outil de la fiscalité à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Monsieur Martinez, et je vous donne la parole, madame. Micro. Please. Thank you. The time is running, as I was saying. I have 3 sentences, very short, or 3 ideas. First, we know that the global health crisis requires as much global coordination as possible. The other thing that I want to say, that is not only people's health that is at stake. We must remember, and COVID-19 has demonstrated, that pandemics can push millions of people to poverty and into poverty and impose unprecedented restrictions on their mobility. The third to be done, we must remember that a million of people, this pandemic has millions of victims. I think the best way to honor the memory of these millions of victims is
not to repeat the mistakes that have brought to this far. So I think it is a good end. So thank you. Oui, c'est une très bonne conclusion. Je vous en remercie. Une question, oui, madame. Que ça marche? Oui. D'accord, je vous entends. Ah, d'accord. On vous entend. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Et ensuite, je pense qu'on va conclure avec une question très importante qu'on n'a pas vraiment évoquée durant le panel, ni durant la pandémie d'ailleurs. C'est la question de la santé mentale. On oublie souvent qu'il y a des personnes qui souffrent de dépression et de troubles obsessionnels compulsifs et qui ont peur, c'est-à-dire la contamination, la peur des germes, etc. Et c'était très dur pour ces personnes-là. Pourquoi est-ce que vous pensez que le monde a abandonné, puis-je dire abandonné, ces personnes-là et les a négligées en quelque sorte? Pourquoi est-ce que le monde n'a pas vraiment prêté attention à ces personnes et à leur maladie mentale? Parce que, comme vous savez, les TOC, troubles compulsifs et tout, la dépression, la bipolarité, ce sont des maladies mentales très répandues en monde entier. Donc, pourquoi est-ce que cette question-là, au juste, a été abandonnée par le monde entier? Merci infiniment pour votre question, parce que vous avez tellement raison. Tellement raison, parce que, effectivement, ce sont des personnes qui ont été pas délaissées. Est-ce que vous voulez répondre, Madame Adebakine, à cette question? Des plus fragiles, qui n'ont pas été suffisamment accompagnés, pas suffisamment soutenus, et dont même nous n'avons pas suffisamment évoqué dans les médias. Yes, indeed, there are non-mainline people that got affected, and mental health concerns have grown. In the part of the world I come from, we think 1 in 4 people actually have mental health conditions, and more of it manifested from the lockdown. But what has happened is that the attention is being paid maybe from the private sector and ultimately to get to government. And I think more of these things really should emanate from private, and government should adopt. So we now have call centers, we now have suicide watches, we now have apps that you can speak to a psychologist or a doctor about your mental health. We now have, many other access points than before. So it might not be large scale, but it has begun to happen. I think that anyone who is concerned about mental health can begin to inform themselves and then do something. It's no longer a condition to be shy about. It's something you can mainstream and actually come up and talk about some more. I just think there are more social innovation now about mental health, and anyone we can promote, we should. It's a big, big issue across the world. Merci. Je crois que je ne vais plus jamais être invitée au Maydays, parce que je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Vous allez m'autoriser une personne. Juste le monsieur qui attendait. Et je vous assure, je sais, on a un tout petit peu débordé. Il y en a ce matin qui ont débordé de 40 minutes. Monsieur, très très rapidement, et on va demander une réponse très rapide, qui est juste devant vous. Pardon, c'est madame, je ne vois pas avec l'écran lumineux. Madame, c'est vous qui aviez levé la main. Je sais, on peut... Allez-y, excusez-moi. Comme vous disiez, monsieur... Non, vous savez pourquoi? J'ai le flash qui est devant moi, je m'en excuse. J'ai le flash devant moi, je ne vois pas. Alors, je vais très très vite. Bonjour, je suis Marion. Je vis au Maroc aujourd'hui, mais je vivais en France pendant la pandémie et j'étais directrice d'hôpital. Donc, autant dire que je l'ai vécu de très près. Et je voudrais juste dire que j'ai effectivement vécu une période extrêmement galvanisante et riche. Najat Vallaud-Belkacem parlait de la solidarité qui s'est mise en place, mais on a vu la créativité, l'inventivité, l'adaptabilité des gens. Et cette période galvanisante, moi, m'a donné vraiment à nouveau un grand espoir dans l'être humain. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus amère parce que j'ai vraiment l'impression que tout ça est un peu retombé et que chacun est retourné un peu sur ses acquis. Et très franchement, les panélistes ce soir m'ont pas beaucoup... je ne les ai pas trouvés très optimistes. Vous avez évoqué beaucoup de choses qu'il faudrait faire suite aux expériences de cette crise. Mais finalement, est-ce qu'il y en a un qui aurait le courage de me rassurer et de me dire 3 éléments qui sont aujourd'hui vraiment des conséquences positives ou des acquis dans nos sociétés de cette crise, des acquis positifs
qui sont restés de cette incroyable expérience humaine, ou est-ce que vraiment on a encore devant nous que des tas de problèmes et des tas de perturbations à régler? Scott, vous voulez répondre? Allez, et ce sera la dernière réponse. Vous voulez répondre? On finit par une note positive pour nous remonter tous le moral, sinon on va tous aller très mal. I mean, I think that that's the same thing worldwide, that, you know, South America was not on this panel, and they dealt with the exact same things as the United States, as Africa. How do we get to the last mile? Well, how do we actually, I said mile instead of meter, how do we actually figure out to do better next time? And I look at pictures of people wearing masks in the U.S. 100 years ago when we had a last pandemic, and yet this time we had no masks anywhere, and we were waiting on China to get masks, and couldn't figure out that we could sew our own clothes. I think that you saw amazing innovations coming out of the pandemic everywhere worldwide. People like my colleague here who figured out how to actually do the last mile that wasn't being done, to telemedicine that was happening and needed to happen everywhere in the world. And now there's actual telemedicine in the US that I can use. So I think that we've seen amazing things happening worldwide. I do think that to the media and the communication side of this, that we can actually push on ourselves to be better and do better. And we should push on our technology companies and not let them off the hook. Merci. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de répondre. Merci à vous d'avoir participé à ce panel. Désolée d'avoir un tout petit peu débordé, mais je reviendrai quand même. Merci. Je crois qu'il y a un autre panel qui démarre tout de suite après. Merci à vous.